Habitué donc au confort du cocon familial dans le petit village de Kofikro, le jeune Kokwa voit sa vie basculer lorsqu'à la mort de ses géniteurs, son frère jumeau brade l'héritage familial et disparaît dans la nature. Et ensuite, cette phrase que j'aimerais vous lire, elle descendit du lit et se dirigea vers la porte. Et l'ayant presque atteinte, son attention fut attirée par un spectacle insolite qui la cloua sur place. 2 serpents de noir luisant étaient couchés sur le seuil. Soudain, les 2 reptiles rampèrent vers elle. La suite, c'est dans cette œuvre, Le destin de Kokwa. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureuse d'être en votre compagnie encore une fois. Ce jeudi, c'est Arsène Kofi Kouadio que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Prenez place. Merci. Alors, ça va bien? Ça va bien, madame. Comment on dit bonne arrivée en baoulé de Wele Prikro? Bakwao. Bakwao. Je me permets donc de commencer cette émission par cela, parce que notre invité a un objectif principal, nous ramener à nos origines, à nos cultures, à nos langues, à nos traditions, à nos mythes et coutumes. Voilà donc l'objectif de cette œuvre, qui était déclinée donc en ce roman, Le destin de Kokwa. Pourquoi parler de tradition dans cette œuvre? Il faut dire que ça part d'abord d'un constat. La jeunesse ivoirienne et africaine, alors nous sommes vraiment coupés de notre tradition. Et on n'a aucune notion. Et une fois comme ça, lors d'une rencontre avec mes amis, on discutait sur les traditions. Mais je vous assure qu'au niveau, quand ça essaie de voir d'autres pays, effectivement, ils maîtrisaient même l'hymne national, ils maîtrisaient pratiquement tout ce qu'ils avaient comme culture. Mais quand il s'agissait de parler de la Côte d'Ivoire et autres, ben, personne. Et quand il s'agissait de nos cultures, même pour parler simplement, pour dire bonjour dans les langues, c'est difficile. Voilà, donc j'essaie quand même de les ramener. Voilà, ça m'a choqué. Donc j'essaie de les ramener pour leur dire, mais écoutez, c'est pas normal. Parce que nous qui devons être des cadres de demain, il est important que nous puissions quand même être les premiers à être les ambassadeurs en fait, de notre culture. Ici, dans ce texte, dans cette œuvre-là, vous êtes sans état d'âme quand il s'agit d'écrire votre langue. Il y a des termes qui sont typiquement baoulés, que vous avez écrits. Les noms des personnages principaux, vous avez évité de mettre du français dans leurs noms. On a Djoman, qui est le personnage principal, qui veut dire travail. Travail, c'est ça. On a Banga, qui signifie... Ba, c'est enfant. Ça, c'est le nom de l'épouse. Voilà, Ba, c'est enfant. Donc, en fait, on va ici indexer l'enfant. Donc, on dira c'est enfant. On a tout l'univers traditionnel, le conflit foncier. Djoman, qui est proposé à être chef de village, la femme est heureuse. Je me disais, bon, elle est heureuse, pourquoi? Enfin bon. Mais en même temps, dans son univers à elle, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le pouvoir. Effectivement. D'accord. Ouais. Et si nous revenons au texte préliminaire que je lisais à l'entame de cette antenne, soudain, les 2 reptiles rampèrent vers elle. Banga voulut prendre ses jambes à son cou, mais elle était littéralement pétrifiée. Aucun son ne sortait de sa gorge. Pourtant, elle avait l'impression que ses cris étaient entendus à des kilomètres. Arrivée auprès de la jeune femme, les serpents se mirent à tourner autour d'elle pendant à peu près 1 minute, qui lui parut une éternité. Puis les serpents sortirent de la case, l'un derrière l'autre, sans plus se soucier d'elle. Mais vous voulez nous dire quelque chose ici? Oui, les serpents sont venus ici, autour d'elle, et en fait, c'est pour tourner, en fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas tourner. Mais ils ont tourné simplement parce que, voilà, en fait, quand on tourne, en fait, on crée un cercle. Oui. Voilà, donc quand on crée un cercle, ça devient là notre propriété privée, en fait. Donc pour dire que c'était une protection que Banga venait comme ça. C'est vous qui le voyez ainsi, en protection, ça peut être aussi autre chose. Mais en fait, ici, dans le récit, ici, c'est en termes de protection. Protection. Voilà. Vous avez dit en même temps que c'est un fait réel. Oui, parce que généralement, ces cas-là, on les voit plus lorsque une femme est vraiment enceinte des jumeaux, en fait. C'est pour ça que là, on a 2 œuvres. C'est pour ça qu'on a 2 reptiles. C'est vrai, ça arrive vraiment? Oui, parce que moi... Chez vous, enfin, à Wele Prikro, c'est habituel? En tout cas, j'en ai vu avec des serpents qui viennent, pas forcément qui tournent autour, mais qui viennent
assister la femme, voilà, qui vient assister la femme. Pour vous dire en fait que la nature parle en fait, voilà. Et donc ça, c'est par exemple, quand on parle de notre identité, en fait, voilà, donc ça illustre il y a en fait, tous ces aspects assez insolites, voilà, effectivement, qui font partie de la vie du citoyen africain. Effectivement. Et ça, si c'était en ville, on aurait tué les serpents. Voilà, ça allait créer même un tollé et autres. Mais là, effectivement, tout s'est passé. C'est vrai que Bang avait peur parce qu'elle était enceinte, elle était seule. Mais quand les serpents ont fini de faire le ronde, les serpents sont partis. Mais alors, dans le texte, lorsqu'elle parle avec son mari, elle parle d'une fille, parlant de sa grossesse. Oui. Et là, vous nous dites que lorsqu'une femme est enceinte de jumeaux, alors qu'est-ce qu'on devrait comprendre? En fait, il faut dire que d'abord, Banga parle d'une fille parce que Banga ne sait pas. Elle désire. Elle désire, en fait, voilà. Banga désire avoir une fille. Mais en réalité, elle était enceinte de jumeaux. Effectivement. Pour nous dire, nous sommes africains, nous avons peut-être des choses inexpliquées, mais qui font partie de nous. C'est ça, effectivement. Voilà. Donc, cette trame-là, en fait, je vous ai dit, et permettre à ceux, par exemple, qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais vu effectivement ces scènes-là, pour dire, effectivement, si jamais ça arrive, peut-être quelque part, alors ce n'est pas la peine de pouvoir quand même s'effrayer parce que c'est vraiment réel. Au fur et à mesure de l'œuvre, on a des petits enseignements comme ça que vous donnez, qui nous ramènent à la tradition, qui nous ramènent à se dire, il faut qu'on fasse un tour. Bien sûr. Je prends par exemple un exemple là où Djouma doit être maintenant intronisé comme l'assistant voilà, comme l'assistant au chef du village. Mais là, on voit déjà des jeunes filles nues avec les seins dehors qui tournent autour, qui tournent autour de Djouma, avec du kaolin exactement. On est vraiment en plein dans le... Et donc, et ça, c'est ce qu'aujourd'hui, même quand on... On n'allait pas dire du mysticisme, mais ça fait partie de... C'est des faits, je veux dire, qui sont explicables par ceux qui connaissent. Mais pour ceux qui sont lointains, c'est un peu complexe. Oui, c'est un peu complexe. C'est pour ça qu'il est important de ne pas rester loin. Voilà, il faut venir afin qu'on puisse nous expliquer comment se fait le règlement des litiges sous la Bapalab et comment est-ce qu'on peut quand même... Parce que certes, il y a le volet juridique qu'on nous enseigne à l'université, mais il y a aussi ce volet-là qu'on apprend déjà au village, comment régler un litige, conflit sous la Bapalab avec ce respect de cette hiérarchie, effectivement. Et donc, du moins, qui est le reflet de nos us et coutumes, voilà, pourra mettre, effectivement, qui a pu avoir ses enfants, notamment les jumeaux, donc Kokoa et Ndoloa. Et donc, un Kokoa qui va pouvoir quand même se baser sur cette éducation. Et cette éducation, c'est ces différentes valeurs. Parlons de Kokoa, il a su intégrer. Si on fait donc un rapport avec tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la jeunesse, il y a une corde qui s'est cassée quelque part. Oui. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer? Oui, en fait, il faut dire que ça se fait à plusieurs niveaux. D'abord, il y a les parents qui ont souvent même des conflits avec, par exemple, leur famille, donc qui évitent à ce que les enfants... Qui abandonnent le village. Voilà. Et donc, tu fais que les enfants aussi, qui sont aussi livrés aussi, par exemple, à eux-mêmes, ne peuvent pas aller au village, en fait. Maintenant, il y a ce fait aussi qu'il y a cette mondialisation et globalisation avec l'essor économique et tout, Internet. Nous qui sommes là aujourd'hui en tant que jeunes, on n'arrive même pas à pouvoir valoriser ce que nous avons comme valeur intrinsèque. La meilleure personne pour pouvoir quand même inviter la jeunesse, je pense que c'est forcément un jeune. Et donc je dis, bon, j'interpelle et j'invite en même temps mes amis et la jeunesse africaine à pouvoir quand même se réconcilier. Il est important que quand on mène les débats, que ce soit les débats qui concernent notre culture, nous puissions quand même nous exprimer, les débats qui concernent, par exemple, l'Europe, nous puissions nous exprimer. Parce qu'il faut qu'on ait un caractère quand même assez ambivalent. Parce que je termine pour dire, par exemple, lorsque on regarde, pardon, il y a des cérémonies, même les Européens, ils viennent et puis ils filment. Ils filment dans le village, voilà, ils viennent, les fêtes des générations. Est-ce que vous pensez que les choses seront aussi faciles? Est-ce qu'on peut rattraper tout ce temps perdu? Si nous voulons nous comparer à certains autres pays, bon, aller dans leur région, c'est quelque chose de naturel. Il y a des périodes où ils partent au village, ils parlent leur langue, parce que ça fait partie aussi de l'identité culturelle. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas combien de jeunes parlent leur langue. Comment est-ce qu'on peut rattraper les choses? Est-ce que vous donnez des solutions dans l'œuvre? Oui. En fait, nous jeunes, tout ce que nous voulons, c'est pouvoir quand même réussir. Et je pense que tout est une question de volonté. Alors donc, si nous avons la volonté, je pense qu'on pourra quand même déplacer les montagnes, comme on le dit.
Et voilà, donc la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir quand même prendre son bâton de pèlerin et pouvoir quand même essayer de comprendre les discontinuités que nous avons. Et donc je dis, si nous décidons tous d'aller, de comprendre ce que nos parents vivent dans les villages, afin de ramener un peu ce qu'on a comme une culture et pouvoir quand même mettre en exergue. Est-ce que ce n'est pas trop facile à dire? Non, en fait... Si nous décidons, qu'est-ce qui créera le déclic? Alors, d'abord, c'est cette révolution à travers la jeunesse. Et je ne dis pas que ce sera facile, mais pour le faire, il faut quand même pouvoir avoir, il faut donner d'abord du temps, mais il faut quand même avoir cette volonté-là. Maintenant, il faut inciter la jeunesse à pouvoir quand même revenir. Et donc, il faut multiplier les rencontres, il faut multiplier les actions, il faut multiplier les cérémonies afin de permettre à la jeunesse de pouvoir reposer sa culture. Et donc, c'est ici donner l'intérêt. De repartir dans les régions, dans les villes. Effectivement, voilà, afin de comprendre un peu les discontinuités. Parce que là-bas aussi, comme dans l'œuvre, il y a des discontinuités. Là-bas, il y a aussi des problèmes. Alors, quels sont ceux qui vont résoudre ces problèmes? Ce sera nous qui sommes ici à l'école, quand on sera appelés à pouvoir résoudre des problèmes. Mais il est important que nous sachions de quoi il est question. Notre auteur est Arsène Kofi Kouadio, Le destin de Kokoa. Donc, on l'a dit, prétexte pour nous redonner conscience, c'est cela. C'est cela. Pour voilà, nous ramener vers nos régions, nos traditions, comprendre notre univers. Et ces traditions-là, en fait, auront pour but de mieux nous propulser dans ce monde qui bouge, qui va tellement vite, ce village planétaire, comme on l'a dit et redit sur ce plateau. Merci en tout cas de votre fidélité. Nous allons, dans quelques petites minutes, recevoir le docteur Djé, voilà, notre sniper, qui viendra vous poser d'autres types de questions sur cette œuvre-là. Est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? Avec plaisir, d'ailleurs. Avec plaisir, d'accord. Le destin de Kokoa. Bonjour docteur, merci d'être là. Le destin de Kokoa, prétexte, je n'allais pas dire retour à la terre, mais à nos valeurs traditionnelles. Docteur. Oui, Christelle. Je vous le remets. Oui, je remets l'auteur entre vos mains. Je le prends en entier. Merci bien de m'inviter à lire avec les téléspectateurs ce livre. Je tiens déjà à féliciter, comme à mes habitudes, l'auteur pour ce premier essai. C'est son premier livre, d'après ce qu'on dit. Le livre a du mérite, mais il faut l'améliorer. Et tout de suite, je me demande pourquoi est-ce que l'auteur, dans sa présentation, fait comme si son livre était un mémoire de master. Alors, des remerciements qui font 3 pages. Ensuite, une dédicace qui fait 2 pages où j'ai compté pas moins de 15 noms. 15 noms. Ensuite, merci à toute la famille. Une table des matières avec des remerciements, des dédicaces. À la page 133. Vous voulez refaire le mémoire? Non, en fait, il fallait remercier tous ceux qui, de longue de près, m'ont aidé dans l'écriture, la réalisation de l'œuvre. C'est une première œuvre, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu pas mal de difficultés. Et un peu comme Kokoa. Oui, comme Kokoa d'ailleurs. Voilà, donc c'était important pour moi de pouvoir quand même rassembler tout ce monde-là pour marquer vraiment le fait que ces personnes ont quand même aidé. Ça peut être utile lors de la dédicace de toutes les façons que chacun aussi le connaisse. Effectivement. Deuxième question, pourquoi ce besoin de faire une préface? Est-ce que vous avez peur de ne pas écrire un bon livre? Non, pas forcément. Mais quand on est jeune et que c'est nouveau, il est important que nous puissions quand même avoir la bénédiction de nos devanciers. Pourquoi un décor rural alors que ce livre, a priori, est destiné à des jeunes de ville? Oui, il faut dire que c'est fait exprès dans la mesure où l'objectif, c'est au contraire, c'est de ramener en fait cette jeunesse urbaine à pouvoir quand même reposer, comme on appelle ça, le monde rural. Voilà, parce que quand on parle du monde rural, on parle forcément de nos valeurs, de nos us et coutumes, de nos réalités en fait, dans les campagnes et autres. Donc c'est quand même important pour moi, en tant que jeune, de pouvoir amener cette jeunesse-là à comprendre les différentes réalités qui sont... Alors, le livre, il est écrit dans l'esprit de Pâques? Bon, pas forcément Pâques, justement, parce que on s'agit seulement que... En plus, vous nous ramenez au village dans un livre. Oui, mais en fait, ici, dit Pâques, c'est comme si on va attendre forcément le jour de Pâques au parti. Alors que là, c'est comment je veux, c'est... Dans l'esprit, en fait, dans la philosophie. Effectivement, de Pâques, en fait, c'est de revenir, effectivement, d'aller et puis comprendre un peu... Expliquer à ceux des téléspectateurs qui ne comprennent pas, qu'on fasse allusion à la fête de Pâques. C'est qu'un pays baoulé ethnique donc de la Côte d'Ivoire, chaque année à la période de Pâques,
Ici, c'est pas Kinou, voilà, en Baolé. C'est ça. C'est un mouvement massif de population venant de cette région-là, du centre de la Côte d'Ivoire, vers leur région. Et donc, on lui demande si l'œuvre a été faite dans cet esprit-là. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on peut aller dans cette... Dans la mesure où... oui, je suis baoulé. Donc, dans la mesure où... effectivement. Donc, dans la mesure où, quand on répare lors des festivités de Pâques, c'est aussi l'occasion quand même de comprendre les réalités. Alors, moi, je me demande maintenant pourquoi est-ce que chaque chapitre, le chapitre 1, s'achève par la mort du père de Kokwa, et le chapitre 2, par le décès de la mère. Oui. Pourquoi est-ce que vous concluez, pourquoi est-ce que vous concluez les chapitres par la mort? C'est pas un peu macabre pour un jeune auteur? Certes, c'est macabre, mais il n'y a pas plus difficile pour un jeune de perdre son père et sa mère. Parce qu'on peut même dire que notre raison de vivre, moi, ma raison de vivre, c'est pouvoir quand même travailler et puis permettre à ce que mes géniteurs puissent quand même en profiter. Et donc, quand on se retrouve dans une situation où le père et la mère sont décédés, on se demande bien quelle peut être encore pour nous cette lueur d'espoir afin de pouvoir quand même affronter les discontinuités de la vie, en fait. Donc, je me dis, certes, j'ai perdu mon père, mais ça ne veut pas aussi dire que je ne vais plus souffrir, en fait. Voilà. Donc, Kokwa va perdre encore sa mère pour dire que Kokwa ira de difficulté en difficulté. Mais le plus important, c'est comment braver ces difficultés-là pour pouvoir se sortir. Dans tout le chapitre 1, justement, vous faites la part belle, la description de la famille de Kokwa jusqu'à la rencontre des parents, etc. Pourquoi est-ce que ce chapitre qui est long, le plus important des deux du livre, ne s'attarde que très peu sur Kokwa lui-même? Kokwa lui-même entre véritablement en scène au chapitre 2. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour un livre intitulé Le destin de Kokwa, vous en faites un peu trop sur la description de sa famille, en long et en large, sur près d'une soixantaine de pages? Il n'apparaît pas, ou bien il apparaît de manière minime. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'oblitérer le fait de développer plus les aspects de la vie de Kokwa que ceux de ses géniteurs? Il y a quand même une césure entre la vie des géniteurs et la vie des enfants. Kokwa a pour père Juma. Kokwa devait quand même bénéficier des atouts que son père avait. Donc, il était important pour moi de mettre d'abord en exergue les valeurs du père. Dans quelle famille Kokwa quand même a pu grandir, voilà, afin de permettre à Kokwa quand même, permettre au personnage principal de pouvoir utiliser ces valeurs-là afin de pouvoir se faire une place de soleil. Et donc, je me suis attardé effectivement sur la vie du Juma pour permettre Kokwa d'avoir une assise pour construire même son identité professionnelle, puisque après, Kokwa d'avoir le bac. Mais moi, je rêve justement une contradiction, et elle est énorme, même si elle est invisible. Alors, vous faites vendre la plantation familiale par le frère de Kokwa. Vous nous disiez tout à l'heure que le livre avait pour objectif de vous nous ramener à la terre, ou bien aux questions rurales. Mais la symbolique, lorsqu'on vend la terre, c'est qu'on n'a plus rien. Est-ce que vous n'êtes pas en train de désosser justement le livre de son fond de commerce réel en vendant la terre? Kokwa n'a pratiquement plus de raison de revenir. Non, en fait, Kokwa ici ne met pas l'accent forcément sur le bien matériel. En fait. Il n'a plus de bien, ce n'est pas un bien matériel, c'est la terre. Oui, mais ici, vendre, comme on appelle ça, la terre, effectivement, mettant à Kokwa encore de pouvoir quand même faire face à une énième difficulté, en fait. Ça. Mais cette difficulté, est-ce qu'elle n'est pas un peu en déphasage avec l'un des enjeux du livre, qui est de ramener justement les jeunes aux questions rurales? Non, en fait, on ramène la jeunesse aux questions rurales, mais ça ne veut pas aussi dire que dans le monde rural, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vendre des terres, et même quand je parle de conflits fonciers, voilà, effectivement. Donc, c'est des problèmes qui existent. Donc, il est important que nous partions afin de comprendre les discontinuités que vivent nos parents, puisque pouvoir quand même les aider à pouvoir résoudre. Et donc, est-ce que vous êtes obligé de faire mourir les deux parents de Kokwa pour montrer que la vie est difficile? Oui, c'est ce que je dis. Vous entendez construire quel type de héros à travers Kokwa? Kokwa, c'est celui-là qui arrive quand même à pouvoir surmonter, même supporter la douleur extrême. Et ce qui n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, lorsque nous, étudiants, nous finissons que nous posons un dossier, lorsqu'on ne nous appelle pas tout de suite, là, nous sommes là et puis bon, nous baissons les bras. Voilà.